Bienvenue à un autre épisode de Hors Menu, l'émission de biographie culinaire animée par moi, Pierre-Marc Langevin, toujours assisté du merveilleux Jérémy Lamoureux. Jay, Salut. comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien. J'ai troqué la tuque pour la casquette cette semaine. Ben oui, tu m'as... Puis il y a un petit redoux dans l'air, là, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dénuder les oreilles. Mais t'as déjà dénudé avec ta tuque en plus. C'est vrai, c'est vrai. Je suis une tuque sur le top, moi. T'es dit que c'est le top. Ouais. Puis là, la saison achève. Ouais, Tranquillement, pas vite. quand même, là, il reste, avec celui d'aujourd'hui, 2 invités. 2 invités. Ouais. Fait ça a bien été. T'es-tu content de la saison jusqu'à maintenant? Très content, ouais, première expérience pour moi. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais je pense que j'étais plus à l'aise d'émission en émission. Puis j'imagine que ça passe. Oui, ben oui. Ouais, t'es pas sûr? Tranquillement, pas vite. J'attendais la fin de ta phrase. Ouais, Tu sais, en début d'émission, je te pose tout le temps une petite question un peu personnelle, puis de connaître un peu, puis que les gens sachent un peu c'est qui. Puis si je demande à Jérémy Lamoureux, qui vient pas d'Abitibi, Oui. c'est quoi ton endroit touristique préféré depuis que t'es arrivé? Où t'aimes aller passer du temps? Les fêtes de semaine, j'aime bien aller. Tu sais, je viens de Mont-Tremblant, les montagnes, le ski, le snow. Ça fait 20 ans que je fais du snow. Fait que tu tiens à Côte-du-Couille? Puis, à Côte-du-Couille, exact. Non, une montagne presque d'autant d'envergure, mais non, le mont vidéo à Barraute, j'aime bien aller passer mes week-ends là, aller faire du snow comme aller faire du hors-piste. C'est ce qui m'allume ces temps-ci. Ça, c'est ton côté des montagnes qui te ramène toujours. Exact, là, les montagnes, un peu moins présentes en Abitibi, mais quand même, je vais aller chercher pareil. Es-tu allé essayer le mont Kekeko à Rwanda? Canasuta. Ouais, c'est ça. Oui, je suis allé l'essayer. Canasta. Oui. Oui, non, c'est sensiblement la même chose, là, deux montagnes, là, sensiblement pareil. Là. Mais je pense que je préfère le mont vidéo. Tant mieux. Tu vois, moi, je suis un grand skieur. Oui, Les de mélange évidence. tous. Et aujourd'hui, avec nous, Jay, c'est un invité que tu as connu dans ton entreprise, dans le fond. Officiellement, mon client le plus fidèle. C'est ce qu'il me disait dans le en plus. Monsieur Philippe Trépanier, propriétaire des pharmacies Proxime. Tout récemment, dans l'entreprise familiale, propriétaire avec ma mère et mon père, oui. Je suis calé que ça, c'est le fun. Mais t'es pas vieux, t'es rendu à quel âge? 23. T'as 23 ans? Aïe, aïe. Il est plus riche que toi puis moi. Déjà. On va falloir qu'on mange des croûtes. Mais faire ça part, Philippe, je vais pas te mettre mal à l'aise avec ces jeux niaiseuses-là. Je commence toujours avec un peu la même question. C'est quoi ton rapport avec la bouffe en général? En général, j'ai toujours adoré manger depuis que je suis tout jeune. Mon père m'appelle souvent son épicurien parce que j'aime bien manger, j'aime la bonne bouffe. Ceci dit, dernièrement, surtout depuis que je suis sur le marché du travail, manger, mon souper le soir, c'est comme mon moment de paix, pour profiter du moment présent, manger une bonne bouffe avec ma blonde de retour à la maison, c'est quand même un petit moment de plaisir dans la journée. Fait que de plus en plus, ce plaisir-là est de plus en plus important dans ma journée. C'est comme le frein dans ta journée. Ouais, c'est un moment pour se reposer après des journées assez folles, bien souvent. C'est comme un petit moment plus tranquille, de détente. Puis est-ce que tu vas favoriser quelque chose qui se fait plus vite pour prendre le temps de t'asseoir ou vous prenez le temps de faire une bonne bouffe, une bonne... Ça dépend comment on file. On est bien gros dans le meal prep de ce temps-là. Pas même le choix avec les horaires qu'on a. Fait que souvent, en fin de semaine, on va se préparer des petits trucs d'avance. Après, ça arrive le vendredi, le samedi soir. Puis on va être un petit peu plus fancy dans nos préparations. Parce que quand même, un épicurien doit cuisiner des affaires plus fancy de temps en temps pour garder son titre. Absolument. Absolument. Puis c'est le fun d'avoir un épicurien autour de la table. Ça va en faire au moins 2. Parce que mes goûts sont beaucoup moins raffinés. Mais c'est ce qui fait qu'on a bien du plaisir ici. Donc, j'ai bien hâte de te faire découvrir ce que Jay a préparé pour lui. On va le découvrir ensemble, en fait. J'en sais un petit peu. Donc, on va prendre une petite pause. On va aller chercher le premier repas pour commencer. Jérémy. Tu te demandes ce que j'ai vu? Ben moi, je vois une pico de gaillot. Mais ça, c'est personnel, je te dis, parce que ça sent un peu la coriandre. Ça sent la coriandre, oui, il y a la coriandre dedans. En fait, très simple, là, encore une fois, là, c'est une salade de légumineuses. Une salade de légumineuses parce que, tu l'as mentionné un peu tantôt, Philippe, tes journées sont exigeantes, mais tu arrives d'un programme aussi très exigeant. Puis tu avais mentionné que la salade de légumineuses t'avait sauvé pendant tes études. Parce que, justement, c'est protéiné, c'est facile, c'est simple, c'est bon. Puis voilà, un petit retour dans tes années d'études. Puis juste avant qu'on saute un peu plus dans ces années d'études, qu'est-ce que tu as mis dans ta salade de légumineuses? Parce que tu as passé par-dessus, tu dis, c'est tout simple. Mais moi, si tu me demandes de faire ça, tout simple, j'ouvre une canne, je mets ça là-dedans, et c'est fini. C'est quand même plus complexe. Non, là-dedans, il y a 3 différentes sortes de légumineuses. Il y a des pois chiches, il y a des... il y a des
je perds mes noms de bin. Il y a des fèves rouges Ah! et un autre type de fèves que là j'oublie. Puis on Les fèves pas rouges. Oui, les fèves pas rouges, exact. Il y a des pois chiches, je suis capable de les voir, les fèves rouges, puis Il y, les a fèves des, normales. il y a des oignons rouges marinés, il y a des graines de citrouille, il y a des Shit. piments, il y a de la coriandre, il y a de la ciboulette. Tout pour passer une bonne journée. Ouais, du zeste de citron, il y a de l'huile d'olive, du vinaigre. C'est pas la recette probablement propre à ta mère, mais c'est la recette que moi j'aime faire, puis que c'est mon interprétation de la salade de légumineuse. Ben, Philippe, tu peux attaquer. Fais-toi plaisir. Nous autres aussi, on va goûter à ça. Ouais. Notre salade de légumineuse, interprétation libre de Jay. Ça sent bon, maintenant. Ça approuve. On passe le test. Ah ouais? Ça te ramène ça dans ton programme à l'université? C'est vraiment un goût qui est complètement différent, mais également délicieux, par exemple. Mais oui, ça ramène des souvenirs. Ben, tu sais, la base des bines est sensiblement la même. Après ça, c'est la garniture autour qui est différente, la vinaigrette qui est différente. J'aime bien. Oui, bon, Je vais rajouter ça à mon je te donnerai la recette. Définitivement. Tu as parlé un peu de meal prep tantôt, que tu fais chez vous. Quand tu étais à l'université, ça faisait-tu partie des meals que tu faisais pour faire de la meal prep dans ta routine pour que ça roule? Définitivement. Ça remonte à quand même un certain temps. C'est une recette de ma mère à la base qui faisait ça quand j'étais bien jeune, quand on partait sur la route, on allait à des compétitions, on allait. Peu importe, quand on sortait de la région et qu'on avait quand même des horaires chargés, il y avait tout le temps un plat de légumineuses dans le pack-sac qui nous suivait. Puis c'est ça, c'est une recette avec laquelle j'ai grandi. Je sais que même quand j'étais bien jeune, je mangeais de ça. Puis ben, du monde qui croyait pas ma mère qui a réussi à me faire manger ça quand j'étais tout petit. Mais ça remonte vraiment au tout début de mon enfance. Avec à l'université, je veux pas, ça m'a suivi. Puis bon, la recette familiale, je l'ai déjà fait depuis toujours. Fait que c'est comme mécanique. Pas besoin de réfléchir. Dans une petite pause d'études, je pouvais juste aller mélanger ça. Puis j'avais des dîners pour la semaine, c'est génial. C'est clair. Ouais. Parce que tu sais, je t'écoute, tu sais, dans le fond, des parents qui font tes deux parents travaillent en pharmacie aussi, puis sont propriétaires avec toi. C'est-tu quelque chose. Est-ce que la nourriture était tout le temps très santé chez vous, très variée, très. Est-ce que tes parents étaient bons cuisiniers à travers ça? Oui, mais en fait, mon père, surtout, mon père est retraité depuis un certain temps. Fait que c'est sûr qu'il y avait plus de temps à la maison, puis plus, mon cuisine peut-être un petit peu plus souvent. Mon père est un as de la mijoteuse. Vraiment, ça c'est encore là, c'est la facilité, puis préparer ça le matin, ça n'empiète pas sur sa journée. Fait que je dirais que de ce côté-là, oui. Ma mère, c'est le temps qui manque. Ma mère est très bonne pour tout ce qui est les soupes, les desserts, mon Dieu, ça c'est génial. Fait que souvent c'est le temps qui manque, mais quand elle peut prendre le temps, oui, ça fait très bien à manger. Puis oui, ça a toujours été santé, toujours une bonne alimentation. Même malgré les horaires exigeants qu'on avait, ça a toujours été quand même quelque chose d'important de bien manger. C'est quelque chose qui revient souvent dans, tu dis horaire, le temps. Vous avez l'air d'être drillé aussi, tu sais, personnellement. Ça prend discipline, là, parce que on s'entend, c'est pharmacien, c'est quoi, c'est 5 ans d'université minimum? 4? C'est 2 ans de cégep minimum, 4 ans d'université minimum ensuite. Avec les études qui viennent avec. Puis après ça, quand tu deviens pharmacien aussi, puis tu es propriétaire, quand tu es en clinique, tu es en train de faire ton travail, tu n'es pas nécessairement en train de faire l'administration qui vient avec, puis toute la gestion, puis tout ça. Comment qu'on atteint une discipline comme ça? Comment qu'on respecte une discipline, puis qu'on tombe pas dans la facilité après ça à gagner? Un jeune âge aussi, il faut le nommer. Un jeune âge, il y a 23 ans, c'est ça que tu disais. Moi, à 23 ans, je fumais du pot, là. On s'entend, on n'est pas à la même place. Ouais, non, la question est bonne. Honnêtement, je pense que ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas de coupure marquée, mais toujours été bon. Je suis au primaire, au secondaire, les études, c'est ce qui va être le plus important. Fait que mes parents m'ont habitué à faire mes devoirs, faire mon étude, à être à mes affaires. Je me rappelle aussi longtemps que je peux me rappeler mon père, quand je faisais un devoir, va passer en arrière, dire ça c'est pas bon, il part, puis il me laisse trouver par moi-même où est l'erreur pour vraiment être de plus en plus autodidacte. Puis je pense que la clé est là, c'est d'être autodidacte dans nos apprentissages, puis d'être capable de pas avoir tout le temps quelqu'un qui nous enligne dire où aller. Il faut qu'on soit capable de s'arranger par soi-même. Fait que ça, autant au niveau des études, finalement, ça nous suit aussi dans notre carrière après ça. Ah oui. Puis le cours de pharmacie est monté de cette manière-là. Finalement, au cégep, on avait aussi certains professeurs qui commençaient à nous montrer à être autodidacte. Puis rendu à l'université, où le 3/4 de mes cours, c'était de l'auto-apprentissage, ça a payé définitivement une chance que j'avais cette base-là. Sur ça, je vais te laisser manger de la salade de légumineuse encore un peu. Avec plaisir. Puis je vais aller chercher notre plat de protéines primaires. Vas-y, ouais, moi j'ai hâte à ça. Là. Donc on prend une petite pause, continue de manger, puis on en revient tout de suite. Deuxième service déjà, Jay. Yes. Et là, tu tombes dans ma palette. Les légumineuses avant, non? Oui, c'est correct, mais je suis très carnivore. Je comprends. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, vous l'aurez deviné, c'est un steak avec ce que vous voyez sur le dessus, c'est un beurre cowboy.
Ouais, Donc, pourquoi un beurre cowboy, me diras-tu? C'est exactement ce que j'allais dire oui. là-dessus. Parce que Philippe a mentionné, dans le fond, avoir un certain intérêt, ou du moins, je sais pas si tu t'en fais encore, mais tu as fait beaucoup d'équitation plus jeune. Oui. Donc, beurre cowboy, équitation, cheval, tout ça, pour moi, ça faisait beaucoup de sens. Puis le steak aussi, tu mentionnais que c'était toujours un bon moment en famille, que quand ton père cuisinait le steak, ou que c'était un moment convivial, puis un bon souper, disons. Tout à fait. Avant qu'on aille un peu plus loin là-dedans, beurre cowboy, Ouais. c'est quoi ça exactement? Un beurre cowboy, c'est. C'est du beurre fait à partir d'un cowboy. on, a, Faut que tu le... on a tiré le cheval. Non, du beurre, évidemment. Ouais. Il y a des herbes, donc il y a du persil, il y a de la ciboulette. Il y a aussi du cayenne, il y a du piment broyé, il y a du paprika, il y a du jus de citron, il y a du zeste de citron, il y a aussi de la moutarde de Dijon dedans. Peut-être que j'oublie des choses, mais Non, mais c'est toujours... grosso modo, c'est ça. Fait que c'est hyper bon sur un steak. Pour vrai, je recommande à tout le monde. C'est vraiment... C'est un must. Là. Ben écoute, Philippe, sans attendre. Ouais, vas-y, serre-toi. Avec grand plaisir. Fais-tu cuit sous vide en plus? Le goût cuit sous vide. Dans le fond, je l'ai poêlé pour avoir une bonne croûte, une bonne réaction de maillard. Et ensuite de ça, cuit sous vide pour avoir une cuisson médium saignante. Qui est impeccable. Impeccable. Puis Philippe, si je te pose la question, est-ce que c'est ta cuisson, c'est médium saignant? ou- Définitivement. Mais bon, il y a une seule cuisson possible, c'est médium saignant. Là. Je voulais pas demander votre avis, désolé. Là. Non, c'est correct. C'est très valide. Ouais. Je pense que les gens qui mangent ça bien cuit, c'est des psychopathes, personnellement. C'est nommé. C'est nommé, je l'ai dit. Sentez-vous visé. Ouais. Oh, je ton beurre. Délicieux. Merci. J'espère que ton père faisait pas son steak à mijoteuse aussi. Non, mon père sortait son bon vieux barbecue. C'est toujours bon, pareil. Je trouve ça drôle. C'est la première fois, je pense, qu'on a un invité qui a fait de l'équitation plus jeune. C'est quoi, tu faisais-tu de la compétition? C'était juste pour le plaisir? J'ai fait de la compétition. Ça a commencé pour le plaisir. En fait, ma mère a eu un cheval en premier. J'étais jeune, j'avais 6 ans à l'époque, si ma mémoire est bonne. Puis bon, j'ai développé un intérêt pour ça. Fait que j'ai fini par avoir mon cheval moi aussi. Bon, au début, on allait se promener, c'était des balades. Puis éventuellement, pris des cours, fait des petites cliniques d'entraînement. Puis développé un goût pour le cowboy extrême. Ouais, Fait ok. que, un cowboy Mon Dieu. encore plus. Cowboy sexuel. extrême. Du rodéo? Non, c'est. Ça me parle, mais C'est je sais pas dans c'est les quoi. événements de rodéo, il va en avoir, mais c'est des compétitions, c'est des parcours d'obstacles. Il y a tout le temps 13 obstacles dans le parcours qui peuvent être variés. Ça peut être d'attraper un veau au lasso, ça peut être de tirer à l'arc à cheval sur une cible, ça peut être de virer des barils, sauter quelque chose. C'est bon, une variété. Il y a 80 quelques possibilités d'obstacles. Ouais. On ne sait pas d'avance. Le cheval ne le voit pas d'avance. C'est monté pour faire peur à l'animal. C'est pour vraiment montrer le lien entre l'animal et l'humain. Wow, ok. Fait que c'est de faire le parcours, oui, rapidement, mais aussi avec ce qu'on appelle du horsemanship. La relation est importante. Ouais. Il faut que ce soit fluide, que ce soit smooth. Pour vraiment, le plus important, c'est la relation de confiance entre le cheval et l'homme, qui est mis de l'avant dans cette discipline-là. Fait que j'en ai fait plusieurs années. J'ai fait plusieurs championnats, puis non, j'avais vraiment... j'ai encore ma jument qui est maintenant à la retraite, mais qui m'a donné de très bonnes années, qui m'a donné mes boucles de ceinture. Ah oui? Ouais. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, quand même. Tu fais-tu ça à Moss, du Horse Ouais, Extreme? genre- Du cowboy extrême? Ben oui, il y a de plus en plus de compétitions, puis c'est relativement récent comme discipline. Première compétition que j'ai faite, c'était à Malartic, au Festival Western, justement, de Malartic. Après ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus. Ça vient des États-Unis, sans surprise. Ça vient de Ça aurait pu venir de Texas, l'Alberta dans ces aussi. coins-là. mais Ça aurait c'est pu, mais il y en a au Stampede de Calgary, qui est probablement une des compétitions les plus prestigieuses de ce domaine-là. Mais sinon, c'est ça, Québec-Ontario, il y en a de plus en plus. Je dirais qu'il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'événements au Québec qu'on peut faire. Je te pose la question, si mettons, c'est-tu un objectif que tu aimerais te rendre jusqu'au Stampede ou t'as moins le temps, fait que tu sais... Oui, puis c'est la pandémie qui m'en a privé en fait, parce que quand la pandémie est tombée, on s'était qualifié pour les mondiaux juniors. Non. Ouais. Puis finalement, ça n'a pas donné. Éventuellement, après ça, j'aurais pu y retourner. J'ai une deuxième occasion, puis ma jument s'est blessée juste avant. Fait que finalement, après ça, ben là, elle est tombée à la retraite, puis ça va être de repartir à zéro. Parce que je veux pas, c'était avec ce cheval-là que j'avais la relation qui permettait de se rendre à ces performances-là. C'est une relation qui ça prend fait- des années à faire. Là, Exactement. Ça fait depuis 2012 qu'on l'a fait. Ok. Ça fait vraiment longtemps. On est comme un vieux couple. Oui, j'imagine, évidemment. Puis, ma mère m'a embarqué dessus, elle est pas capable de rien faire. Puis quand moi j'embarque dessus, même si ça fait 2 mois que je suis embarqué, ça va être en claquant des doigts. Ah oui, il y a un Ça se passe lien, bien. il y a un lien Vraiment, qui est fort. ok, Vraiment, ok. vraiment. La visite-tu encore régulièrement?
Oui, ben là, c'est encore, là, on parle de temps, c'est le temps qui manque. Oui, C'est sûr qu'aux études, c'était plus difficile. La fois que je suis revenu, j'essaie d'y aller un peu plus. C'est moins que je voudrais, puis moins que ce que je pouvais faire avant. Mais bon, éventuellement, là, c'est sûr que dans mes projets de vie, j'aimerais ça m'y remettre. Ça va être de recommencer à zéro avec un nouveau cheval. Ça va être beaucoup d'années de travail avant de revenir au niveau où j'étais, peut-être, si je réussis. Parce que c'est pas garanti que je vais réussir à me rendre au même niveau, mais c'est permis d'espérer. Oui, absolument. Puis tu sais, je te le souhaite. Puis je suis curieux parce que on parle beaucoup de développement là, de la relation de toi et le cheval. Comment qu'on développe ça, cette relation-là? Parce qu'évidemment, tu peux pas l'inviter à prendre une bière chez vous puis genre de chill, là, tu sais. Comment on développe ça avec des mois et des années de travail, puis c'est de varier le travail, en fait, qui est le plus important. Fait que, tu sais, on va pas tout le temps s'entraîner dans la discipline. Il faut prendre le temps d'aller faire des balades, d'aller dans la forêt tout seul. Tu sais, il va y avoir des éléments qui vont la stresser. Il va y avoir, mettons, une perdrix qui part à voler à côté d'un cheval, ça fait du bruit. Fait qu'il faut, plus le cheval va te faire confiance, moins il va réagir à ce genre de stimuli extérieurs-là. Fait que c'est de l'exposer au plus d'affaires possible, en étant tout le temps présent, en rassurant, puis éventuellement, le cheval va associer que quand tu es là, ça va bien se passer. Puis c'est vraiment de l'amener vers ça, puis de faire voir après ça, faire voir des obstacles. Pour la discipline, du moment que ce lien-là est établi, c'est vraiment de faire voir plus d'obstacles. Fait que nous, on avait un parcours à l'écurie qui était monté, mais là, c'est d'aller dans d'autres écuries, voir d'autres obstacles, travailler, surmonter ces craintes-là, parce qu'un cheval, c'est une proie, fait que c'est très peureux de nature. Fait que ça prend beaucoup de travail. Travail au sol, travail en selle. Est-ce que ton cheval, pendant que tu faisais cet entraînement-là, il a essayé de te pitcher en bas de sa selle? Est-ce qu'il t'a J'en ai pris des bonnes. Non, c'est vrai. J'imagine, oui. J'en ai pris des bonnes, puis à un certain moment, j'ai été un été sans monter pour des entorses dans le dos, dans le cou. J'avais la clavicule qui avait débarqué, qui était descendue. J'avais le bassin un peu, en tout cas, la totale. Là, vraiment, j'étais pas vieux. Ça avait été comme du rodéo, ça a brassé pas mal, puis je suis resté trop longtemps dessus avant de tomber. Fait que, bon, je me suis déplacé un paquet d'affaires. Mais ça arrive, c'est dans le cours normal des choses. Après ça, c'est de remonter. Le plus important, c'est de remonter puis de continuer. C'est la même chose qu'un accident d'auto. Souvent, les gens vont dire reprends le volant le plus rapidement possible pour t'habituer puis surmonter ta peur parce que sinon tu montrer au cheval aussi, j'imagine, que tu n'as pas eu peur de lui ou que ce lien-là persiste. Ben oui. C'est sûr que, justement, quand il arrive un traumatisme comme ça, il faut que tu le casses parce qu'un cheval, ça va associer. Fait qu'il faut. Par exemple, je sais pas, qu'il y a un obstacle, que c'est un rideau quelconque, puis là, le rideau part au vent, le cheval a peur, il te met à terre. Bien, il faut que tu te relèves, tu prends, mettons, tu vas y aller au sol, on va y repasser, il va le ressentir. Mettons, moi, physiquement, je vais passer au travail, je vais lui montrer que, regarde, je suis pas mort, c'est correct, ça va bien. Le cheval va regarder ça, va se dire, peut-être pas aujourd'hui, mais au moins, il va sentir, il va se rapprocher, ça va. Puis après ça, on le met dans la routine. On y retourne, puis on y retourne, puis on y retourne, puis on veut pas avec le temps, un certain niveau de confort qui va s'installer. Puis c'est quelque chose qui est super formateur pour le duo. Ouais. Ah ben, colique. C'est écœurant, c'est vraiment cool. C'est la première fois que j'entends parler de ça. J'ai déjà conduit un petit peu de cheval, moi. Ah oui? Non, mais tu fais un petit peu, mais j'arrête. Non, je t'en reparlerai. En Des vieilles histoires. Des vieilles histoires. Fait que là-dessus, écoute, continue de manger du steak. On va déjà passer au prochain service. Troisième service. On est là. On est là, des petits chapeaux de fête. Des chapeaux de fête, oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Jay? C'est pas des pains plats, comme tu l'as nommé. C'est des crêpes. Fait que, je veux dire, une recette classique de crêpes, encore une fois. Je réinvente pas la roue. Des crêpes parce que c'est le premier repas que tu aurais cuisiné, c'est ça? Oui. Oui. Donc, crêpes déjeuner pour la famille, c'est ça? C'était, un événement familial. On était chez le parrain de ma mère, à Sainte-Sophie-de-l'Évrard, petit village, mon Dieu, perdu, assez creux, ça arrive ça de Montréal, mais loin. Puis, j'étais jeune, j'étais au secondaire à cette époque-là. On est arrivé un matin, puis ma mère a décidé que j'allais faire les crêpes pour la famille, mais je ne le savais pas d'avance. Je me suis levé, je suis descendu, puis elle m'a dit « Philippe, tu vas faire des crêpes? » Je disais « Ah oui? On fait ça comment, des crêpes? » Fait que ma mère a sorti la recette de sa grand-mère, la recette que je fais toujours d'ailleurs à ce jour, des bonnes crêpes minces, bien standard, bien basic, mais pour apprendre à faire ça. Fait que on a fait ça ensemble. Depuis ce temps-là, je savais comment faire des crêpes. Puis c'est drôle parce que tu parlais tantôt de comment t'es occupé, c'est le meal prep, tout ça, puis qu'est-ce qui fait qu'on parlait de rigueur et tout. Puis je disais que c'était de l'éducation, mais ma mère, mon éducation culinaire a commencé exactement à ce moment-là. Puis bon, au début, je n'étais pas nécessairement ouvert à ses suggestions, mais elle m'a dit une chose à un moment donné qui m'a bien fait rire. Elle disait « Un jour, tu vas vouloir impressionner des filles et faire à manger, c'est très pratique pour ça. » J'ai écouté. On la salue. Ah oui, J'ai écouté. Et ma blonde la remercie à ce jour. Ta blonde, est-ce qu'elle cuisine bien aussi?
Cuisine bien aussi, oui, définitivement. Bon. Je cuisine plus souvent qu'elle, mais même si elle va dire que je cuisine mieux, je suis pas d'accord. Elle cuisine aussi très bien. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, là, c'est toujours meilleur. Fait que... Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est le côté large que j'ai. Ben écoute, attaquons les crêpes. Ben puis, Oui, définitivement. on a parlé un peu tantôt au début. Tu es rendu propriétaire de la pharmacie familiale avec ta famille. Oui. C'est quoi les défis pour un jeune pharmacien de tomber propriétaire aussi jeune? Il y en a plusieurs. Oui, j'imagine. Hein? Parce que ça fait combien de temps que tu es pharmacien officiellement? Depuis juillet passé. C'est tout récent, plus dur, ok. Ça fait même pas un an encore. Ça fait même pas encore un an, ouais. Ben c'est sûr que dans un autre contexte, ça ne serait pas fait aussi rapidement. C'est sûr que bon, ma mère, ça fait plusieurs années qu'elle est là, avait besoin d'aide, puis ça n'a jamais été non plus une certitude, dans le sens que tout le long de mon cégep, je savais pas si j'allais être pharmacien, j'ai appliqué vraiment à la dernière minute. Quand je suis rentré à l'université, ma mère m'a dit, honnêtement, je sais pas si je vais me rendre jusqu'à la fin, serais-tu fâché? Moi, je dis non, c'est sa business, c'est toute sa vie qu'elle a investi là-dedans. Fait que peu importe ce qu'elle allait faire, j'allais respecter sa décision. Finalement, un mois à la fois, une année à la fois, elle s'est rendue. Fait que, en graduant, ben, c'est sûr qu'en ayant encore la pharmacie dans la famille, c'était définitif que c'est ce que je voulais faire et reprendre cette pharmacie-là. Fait que déjà là, il y a un gros défi en commençant notre carrière qui est d'un point de vue clinique, de développer nos outils, nos expertises, puis d'être à l'aise, parce que veut pas, on le disait tantôt, c'est de pas tout savoir, c'est de savoir où chercher, sauf que quand même, ça amène un certain stress. Il y a bien de nouvelles affaires qu'on va voir tous les jours, on apprend tous les jours. Fait que c'est un peu d'apprendre notre travail, parce que ce qu'on voit à l'école, puis après ça, la vraie vie, c'est complètement différent. Puis bon, les stages nous préparent jusqu'à un certain point, mais il y a des limites. Là, ben, c'est de joindre ça, cet apprentissage-là, avec un apprentissage qui est tout autre. C'est le volet d'être propriétaire, c'est toute la gestion qui vient avec. Il y a beaucoup de volets à la gestion, puis on a beaucoup de projets en cours en ce moment. Fait que c'est de chapeauter des projets de domaines que je connais pas grand-chose, qu'il faut que j'apprenne, tout en étant pharmacien, étant plus que plein. Oh oui. Fait que je pense que c'est de joindre tout ça, puis de rester sain d'esprit qui est le plus grand défi. Le sain d'esprit est important. Oui, c'est dangereux, plus le pharmacien, c'est tout là pour rester sain d'esprit, c'est tout à côté. Je fais des farces, là. Mais ouais, c'est des bons défis, puis tu sais, surtout que quand on parlait hors d'onde aussi, tu me dis, vous êtes beaucoup en train de préparer une expansion, tu sais, vous êtes en train de varier l'offre que vous êtes en train de développer. Tu sais. Toi, tu as étudié beaucoup pour pouvoir faire de plus de cliniques, ces choses-là. C'est-tu beaucoup à mettre sur les épaules d'un gars qui a commencé en juillet? Ou c'est vraiment parce que ton objectif il est clair, puis tu sais ce que tu veux t'en aller? Puis... Toutes ces réponses. Je dirais que le volet clinique, c'est le volet que je suis le mieux préparé à affronter. Le cours a énormément changé. C'est rendu un doctorat de premier cycle comme en médecine. C'est des sessions qui sont très pleines, mais un contenu quand même très ciblé sur la réalité. Fait qu'on apprend énormément de quantité de matière qui est assez incroyable, sauf que c'est sûr, quand on arrive en pratique, le volet clinique, on est capable de prendre des patients en charge. Il y a beaucoup de patients orphelins, on le sait. Fait qu'on est capable de prendre plusieurs conditions en charge, faire les ajustements, atteindre des cibles, tout ça. Fait que ce volet-là, c'est pas le volet qui est le plus difficile. Après ça, bon, on parle d'expansion. Fait que l'expansion clinique, ça va déjà très, très bien. On a un volume de patients pris en charge qui a énormément augmenté dans les derniers mois. Tout le reste autour, ben, c'est sûr que notre meilleure publicité, c'est le bouche-à-oreille. Fait que plus il y a de patients pris en charge heureux, plus on s'attend à ce qu'il y ait de transferts entrants. Puis on a de la place pour prendre des nouveaux dossiers. On veut des nouveaux dossiers, on veut faire une différence pour la population en masse, on veut se faire connaître. Fait que là-dessus que je travaille, puis là, ben, pour essayer de voir d'avance, parce que veut pas, des journées qui sont plus occupées que d'autres, nos techniciennes font quand même un travail incroyable, puis on veut les aider là-dedans. Fait que là, on essaye de développer de l'automatisation pour les aider. On a un nouveau robot qui va arriver la semaine prochaine, justement, pour aider au comptage des médicaments, pour les décharger de certaines tâches qui peuvent être automatisées pour qu'ils puissent se concentrer là où on a vraiment besoin de leur expertise. Fait que c'est ça, tout ça en vue d'une croissance qu'on espère dans les prochains... Ben, qu'on observe déjà, en fait. On a déjà quand même des volumes qui augmentent dans notre journée, qu'on espère que ça continue comme ça pour la suite. On travaille dans cette direction-là, à tout le moins. Ben, c'est incroyable de voir comment vous mettez les efforts et tout ça. Vous avez l'air de faire un beau travail là-dedans. Puis le côté administratif, lui, j'imagine que tu l'as pas vu à l'école. C'est un autre défi, c'est un autre paire de manches. Au moins, tu as ta mère qui est déjà là-dedans depuis une chance. Mon mentor, c'est ma mère. C'est sûr que, autant d'un point de vue clinique, oui, je n'ai appris beaucoup à l'école, mais après ça, il y a des trucs sur le terrain que je ne sais pas, puis qu'avant à apprendre aussi, définitivement. Mais on en apprend encore plus du côté de la gestion. Ça fait... Ma mère est en affaires depuis, elle s'est associée en 1993, si ma mémoire est bonne. C'est une femme d'affaires d'expérience qui en a énormément à m'apprendre. Fait que ça, je vais en profiter autant que possible. Elle n'est pas prête de prendre sa retraite non plus. Fait qu'on a une couple d'années encore à faire ensemble. Fait que je suis très chanceux dans tout ça. C'est un bel environnement en plus, travailler avec sa mère, j'imagine.
Parlant de bel environnement, on a eu un beau souper, on a eu des affaires, on est rendu au moment où on va peut-être scraper ça. Je te mets. Je te laisse goûter les crêpes. Oui, oui. Il y avait une petite section dans ton questionnaire en bas qui s'appelait les aliments que j'aime pas. C'est le dernier segment de notre émission, puis on finit toujours parce que t'as bien mangé, il faut scraper ça, nous autres. En fait, le défi que Jay s'est lancé lui-même à base quand on faisait le brainstorm de l'émission, c'est de te faire approprier quelque chose que t'aimes pas nécessairement. OK. Donc, préparer dans ton questionnaire avec ce que tu as répondu, quelque chose que tu n'aimes pas. Il va essayer de te faire aimer. Il faut que tu sois 100% honnête. Parce que si tu aimes ce qui t'a fait préparer, il fait un point. Si tu n'aimes pas, je fais un point. Donc, c'est important parce que la sauce de bombe de l'émission à chaud, qui est la sauce la plus forte qu'on a sur le show, ben, le perdant, la semaine prochaine ou de l'émission, n'aura pas le choix de prendre une bouchée de ça. Pour l'instant, il y a un point qui nous sépare. Oui, Je ne c'est sais ça, pas là, qui est à l'avance pour pas influencer ton choix. C'est très serré. Donc, on va te l'amener, on va te le faire goûter. Puis dis-toi que les papiers d'un des deux en jeu, donc c'est important d'être honnête. Excellent. Je suis content, c'est enfin quelqu'un qui a mis qu'il n'aimait pas les toasters strudel dans son questionnaire. Enfin! Ah, on n'est pas loin, hein? Quasiment. Non, ça nous ramène quasiment tout à l'enfance, ça. Ben non, c'est des. Malheureusement, pour les amateurs de foie, c'est du foie. T'as l'air enchanté toi aussi. Non, moi pour vrai, j'aime ça. Moi, j'ai déjà dit que j'aimais C'est vrai, tu ouais. m'as dit, c'est vrai. Donc, foie de volaille. Ensuite, sur le dessus, il y a une gelée pomme et figue. Et il y a aussi des chanterelles dans le mélange. Donc, tu as mentionné que tu n'aimais pas le foie ni les champignons. Fait qu'on t'attaque la gorge avec tout ça. On se rassure, t'es pas allergique. Non, pas. Ok, parfait. Donc, les deux sont dans le fouettage sur le dessus, dans le fond? Oui, c'est ça, mais les deux, c'est du foie de. Grossièrement, tu fais revenir les foies avec de l'ail, de l'oignon, les champignons. J'ai fait aussi des glacés au rhum. Ouh, Et après ça, tu rajoutes de la crème, du beurre. Plein de bonnes choses. ça a l'air quasiment bon. Mais ça a l'air bon. Moi, je trouve ça super bon. J'ai hâte de voir. Philippe, je te Non, la laisse vérité. attaquer Ah ouais, le foie. vas-y. C'est rare qu'on dit attaquer le foie puis on mange. La petite plus quand on boit quand ça arrive. Bonne bouchée, c'est une bonne curiosité. C'est franchement bon. Non! Ouais, non, c'est bon. Un point Alright. pour Jay. Je pense que c'est les sorts en est jetés. Je pense que oui, hein? Je dis pas que j'en mangerais 3 toasts, mais Ah, c'est bon. Mais non, mais C'est ça, bon. ça, on amuse-bouche, un petit apéro, c'est super bon. Là. Ah, c'est super bon. Bouché, ouais, ça aborde bien. Mais tu sais, c'est pas comme une tranche de foie qui traîne. Non, c'est ça. là. Ben, c'est ça, quand je dis j'aime pas le foie, c'est ça, c'est plus dans le côté macro. Après ça, apprêter comme ça, là, ça, c'est dur de pas l'aimer. Non, ça c'est vraiment bon. Mon maudit, tu sais comment faire ça. Ben écoute, Philippe, merci beaucoup d'être venu à la table aujourd'hui. Merci à D'être vous. genre ça, c'était le fun de te rencontrer et de te connaître. D'habitude, les gens ils ont des réseaux sociaux, mais j'imagine si les gens veulent découvrir plus les pharmacies Trépanier, c'est où est-ce qu'ils vont? Au centre-ville, dans la pharmacie. On a une belle pharmacie à découvrir, une belle bâtisse. Ça vaut la peine de rentrer pour le voir. Fait que, venez nous voir. C'est tout simplement. Allez les voir. Puis vous avez entendu, tantôt il l'a dit, ils ont de la place pour des nouveaux clients, donc allez les rencontrer, allez leur faire confiance. Regardez, la jeunesse en action, c'est important. Jay, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Il nous reste un épisode, Exact, c'est la fin bientôt. c'est la fin bientôt. Ouais. Donc on se revoit la semaine prochaine. Je rappelle aux gens que s'ils veulent te contacter pour les soupers, qu'ils peuvent aller voir ta page Facebook, Seulement, qui est Jay Chef à domicile. Jérémy Lamoureux, chef à domicile. Jérémy Lamoureux, chef à domicile, qui a toujours du beau contenu, des belles affaires. Je veux aussi remercier Maxi, qui est notre fournisseur de nourriture, dans le fond, qui commandite l'émission, qui, grâce à eux, on peut faire ça. Parce que sans Maxi, on mangerait du bois, c'est un peu moins intéressant. C'est vrai. Donc, sur ça, merci à vous aussi à la maison qui nous écoute depuis quelques semaines. On se voit la semaine prochaine pour la dernière de la saison.